Mon propos va porter sur des sujets qui ont été abordés précédemment, qui sont surtout la tarification carbone. La tarification carbone qui est un des aspects essentiels des discussions sur le climat et qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les attentions parce qu'au moment de la COP26, on va négocier, on va beaucoup discuter de ce sujet-là. C'est l'un des articles de l'accord de Paris qui n'est pas encore totalement négocié. D'où l'importance, effectivement, d'abord de savoir où on en est aujourd'hui et puis de savoir quels sont les enjeux à venir compte tenu de l'importance de devoir financer les énergies renouvelables avec des proportions dont on a parlé tout à l'heure beaucoup plus importantes en Europe, en Chine et ailleurs. Alors, aujourd'hui déjà, la tarification carbone, ça représente beaucoup d'initiatives dans le monde. On a évidemment le système d'échange de quotas en Europe, qui est le plus ancien système de tarification carbone, il date de 2005. Mais au total, on a à peu près une soixantaine d'initiatives dans le monde, également en Chine, et ça couvre aujourd'hui 22% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc la tarification carbone, elle couvre un quart à peu près des émissions. Il s'agit d'augmenter cette proportion, mais c'est déjà un bon début. Et en termes de revenus, quand on pense aux différents outils de la tarification carbone, c'est-à-dire soit le marché avec ce système d'échange de quotas, soit la taxe, on est à peu près à 45 milliards de revenus pour les différents pays qui ont mis ça en place. Alors, il y a à côté de cela un système de finance climat, c'est-à-dire comment, avec ces revenus-là, on s'assure que, et au-delà même, on s'assure que l'on finance les investissements nécessaires dans les énergies renouvelables. Et c'est ça aussi l'enjeu des négociations à venir, étant entendu qu'avec l'accord de Paris, on a collectivement la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui distingue l'accord de Paris du protocole de Kyoto qui ne concernait que les pays développés. Donc les enjeux sont considérables. Aujourd'hui, les chiffres sont déjà très élevés, c'est-à-dire que la finance climat représente à peu près 600 milliards de dollars, moitié secteur privé, moitié secteur public, d'investissement globalement. Les deux pays qui sont les plus en avance, on a effectivement où on a des systèmes de tarification carbone assez anciens. On a vraiment l'Europe, c'est ce que je vous disais, avec le système d'échange de quotas depuis 2005. Mais la Chine, dès 2013, a mis en place des pilotes dans un certain nombre de villes et dans un certain nombre de régions qui permettent aujourd'hui, c'est ce que M. Sun indiquait, permet de basculer à niveau national à partir du mois de juin 2021. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, ces systèmes couvrent un certain nombre de secteurs. Il s'agit, puisqu'on a vu que c'était 22% aujourd'hui, de plus en plus couvrir l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, de passer de 22 à 50% et éventuellement la totalité des émissions. Alors, ça ne se fait pas facilement. Pour les systèmes d'échange de quotas, on a en France et en Europe progressé. Et aujourd'hui, on a vraiment un système qui a fait l'objet de beaucoup d'attention parce que la tonne de carbone a atteint des sommets. On est à 52, 53 euros par tonne de CO2. On est parti d'assez bas il y a encore quelques années. Et le même phénomène se produit en Chine. On est aujourd'hui à peu près à 49 renminbi. On prévoit que les montants vont aussi augmenter dans les années à venir au sein des marchés chinois et du marché national du carbone. Donc, il y a vraiment un mouvement de fond pour cette tarification carbone. Alors, en Europe, en Chine, mais aussi dans d'autres pays. Alors, aux États-Unis, on a des marchés très régionaux, la Californie, par exemple, et puis quelques autres États. D'autres pays s'y mettent aussi dans le monde, mais c'est vraiment en Europe et en Chine qu'on a le plus d'expérience. De ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant d'avoir cette tendance-là et d'avoir cette expérience-là et d'avoir éventuellement aussi, parce que ça fait l'objet de débats,
des connexions. Le problème étant évidemment qu'une tonne de carbone devrait être à un prix équivalent, quels que soient les pays, quelles que soient les géographies, puisque c'est une émission de gaz à effet de serre et c'est une pollution globale. Alors, on n'a pas cette fongibilité aujourd'hui entre les systèmes d'émissions de gaz à effet de serre et le marché, et c'est bien l'objet des débats au moment de la COP26 qui va se tenir à Glasgow. C'est l'article 6 de l'accord de Paris. Alors, l'article 6, il tourne autour de cette tarification carbone et c'est le seul article qui nécessite encore des négociations. Lors de la COP précédente, c'est-à-dire juste avant la crise sanitaire en décembre 2019 à Madrid, COP 25, on a eu beaucoup de débats, mais on n'a pas trouvé de consensus sur cet article 6 de l'accord de Paris qui porte sur les mécanismes de tarification carbone. Il y a 3 articles importants. Il y en a un qui fonctionne déjà parce que c'est un article, c'est l'article 6.2 qui permet d'avoir une approche coopérative bilatérale, c'est-à-dire les pays entre eux peuvent soit unilatéralement, soit via des coopérations bilatérales, mettre en place des systèmes, et ça a lieu dans un certain nombre de cas. Le Japon, par exemple, a progressé en ce sens-là, la Corée également. L'article 6.4, il porte sur un mécanisme de crédit qui soit vraiment multilatéral, global, un peu à l'image de ce qui se faisait au moment du protocole de Kyoto, et donc sous l'égide vraiment de la Convention climat. Hein, et c'est ça vraiment qui est assez difficile en négociation parce que, y compris les pays du Sud, c'est ce qui distingue l'accord de Paris du protocole de Kyoto, s'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Alors, on a aujourd'hui néanmoins 90 pays qui ont déjà mentionné dans leur contribution, c'est-à-dire dans leur stratégie climat, cette tarification carbone. Donc, la moitié des pays de la planète se sont déjà engagés à le faire. Au-delà de ceux qui l'ont déjà mis en place, dont on vient de parler, il y en a près de la moitié qui veulent faire quelque chose. Hein. Si c'est fait, on estime qu'on va générer des économies en termes d'efficacité énergétique, en termes d'efficience, en termes d'énergie renouvelable, approximativement de 250 milliards de dollars par an d'économies. Et donc, c'est vraiment aussi, parce qu'on voit ça comme une tarification dans beaucoup de contraintes, il y a un rôle aussi d'incitation pour basculer de subvention des énergies fossiles à, au contraire, vraiment une transition énergétique, mais qui se traduise par une transition énergétique sur le plan financier. Et c'est tout l'enjeu des investisseurs, des bailleurs de fonds, des fonds d'investissement, quels qu'ils soient, de véritablement saisir cette opportunité. Et le sujet pour les investisseurs, c'est de plus en plus non seulement de tenir compte de cette tarification de carbone, mais d'aller plus loin. Et c'est ce qu'on appelle l'alignement, hein, l'alignement avec l'accord de Paris. Donc, au-delà de ces aspects carbone, de cette tarification carbone, des incitations qu'il y a à faire dans le domaine des énergies renouvelables avec les opportunités, le coût maintenant de production du kilowattheure dans le domaine du solaire photovoltaïque ou de l'éolien est inférieur au coût de production du charbon. Et donc, il y a vraiment une vague de fonds avec évidemment des besoins d'investissement qui sont chiffrés à des 35 000 milliards par les économistes, 2% du PIB par Nicolas Stern, c'est le calcul qu'il a fait pour le G7 récemment. Et par conséquent, les établissements financiers, les établissements, les banques multilatérales sont en pointe là-dessus, mais il y a d'autres acteurs du secteur privé aussi qui de plus en plus s'alignent sur l'accord de Paris. Ça va au-delà des émissions de gaz à effet de serre, ça concerne aussi les aspects risques climatiques, c'est-à-dire qu'elles tiennent en compte dans leurs actifs et dans leurs investissements du risque climatique à court terme, mais aussi à long terme. Elles tiennent aussi compte des objectifs de développement durable, hein, donc y compris de la biodiversité. Quand on fait un investissement, même dans les énergies renouvelables, on fait attention à la biodiversité. Un barrage, par exemple, qui devrait, s'il devait inonder une zone, un réservoir, hein, une zone sensible en matière de protection de la biodiversité, eh bien, il faut tenir compte de ça. Il faut éventuellement trouver
des moyens d'investir autrement ou de compenser l'empreinte de biodiversité ailleurs. Donc, tout ça est intégré de plus en plus par les bailleurs, mais il faut aller plus loin. Et c'est l'objet de la discussion qui va avoir lieu à la COP 26. Beaucoup de sujets et beaucoup effectivement d'enjeux pour ces bailleurs pour avoir, au-delà de cette transition énergétique, une transition financière. Et nous, on le voit quand on intervient auprès de ces bailleurs de fonds, c'est-à-dire que maintenant, ce sont les ministères des Finances dans les pays du Sud qui sont nos interlocuteurs et beaucoup moins les ministères de l'Environnement, parce qu'ils ont pris conscience de l'importance de cet alignement sur l'accord de Paris et des enjeux financiers colossaux que ça représente. Donc voilà ce que je voulais vraiment indiquer en amont de l'accord de Paris. C'est dans 6 mois et c'est des sujets vraiment qui vont être d'importance, qui vont être abordés, la tarification carbone et les aspects financiers qui sont vraiment les 2 gros sujets sur la table au moment en amont et pour la COP 26. Je vous remercie.